Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mots de Psy format hors-série. Dans ces hors-séries, je laisse le micro à Ralph qui interroge des spécialistes du monde du travail comme des coachs en entreprise, des experts en ressources humaines et des professionnels de la communication. C'est le moment de décoder le monde du travail ensemble. Alors préparez-vous à plonger au cœur des astuces et des conseils pratiques pour poser un autre regard sur le monde du travail et faire évoluer votre pratique professionnelle. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode hors série de Mots de Psy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anglais, sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous car l'anglais n'est plus une option ou un atout mais une nécessité stratégique dans un environnement international de plus en plus compétitif. Si vous voulez forger des alliances, faire entendre votre voix, une maîtrise insuffisante de l'anglais peut rapidement devenir un obstacle majeur. C'est pourquoi je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Demoury qui accompagne les cadres et managers à décrocher leur nouveau poste là où l'anglais occupe une place déterminante. Alors avec Elisabeth, nous parlerons bien évidemment de l'apprentissage de l'anglais, de la manière dont il peut propulser votre carrière, et aussi nous aborderons les blocages ou croyances limitantes qui peuvent surgir au cours de l'apprentissage de cette langue et qui peuvent influencer négativement votre vie professionnelle, voire personnelle. Bonjour Elisabeth et welcome. Bonjour Ralph, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ton invité dans ce podcast. Écoute, tu es la bienvenue. Comme tu le sais, on va échanger une bonne vingtaine de minutes ensemble. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter très brièvement ainsi que ton parcours pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elisabeth Demoury. J'ai été prof d'anglais dans une toute première vie professionnelle. Donc, je suis certifiée, j'ai un CAPES d'anglais, j'ai démarré par là. Et ensuite, j'ai travaillé dans les ressources humaines internationales. Je travaillais au siège du groupe L'Oréal à Paris pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, donc, je suis coach d'anglais, comme tu l'as très bien dit, et j'accompagne les cadres et dirigeants qui sont dans une démarche de soit transition professionnelle, soit prise de poste et qui ont besoin justement pour réussir leur nouveau challenge professionnel de monter d'un cran dans leur niveau de prise de parole en anglais. Ok, super. Merci Elisabeth. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il est impossible ou très très difficile d'apprendre l'anglais ? Alors non, il n'y a pas d'âge vraiment où je peux pas dire ça, je peux pas dire à tel âge il devient impossible d'apprendre l'anglais, puisqu'à tous les âges on a en fait de nouvelles connexions neuronales qui se forment, on apprend des choses tous les jours, notre cerveau continue d'évoluer tous les jours, même si c'est vrai que c'est moins facile, je vais pas mentir, à 50 ans, à 60 ans qu'à 12-13 ans, mais c'est physiologiquement tout à fait possible en fait, avec de la régularité, de la pratique. Tout devient possible. De toute façon, la fin du développement du cerveau, moi j'ai étudié ça un petit peu à la fac parce que j'ai fait de la psycholinguistique et ça me fascinait beaucoup. Le cerveau a totalement terminé de se développer à 25 ans. Donc on va dire que c'est pas moins facile à 50 ans qu'à 25. Après, c'est sûr que si on a travaillé à l'école quand on était ado, ça devient plus facile. Mais j'ai des personnes que j'accompagne qui ont 58, 59 ans, qui sont dans les dernières années de leur carrière et qui, parce qu'elles bossent énormément et qu'elles pratiquent régulièrement et qu'elles mettent en application tous les conseils que je leur donne, elles font des progrès incroyables à leur âge, quoi. D'accord. Mais est-ce que pour toi, c'est plus facile d'apprendre l'anglais qu'une autre langue ? Et pourquoi ? Oui, alors oui, je pense que l'anglais est plus facile que d'autres langues. Je pense que c'est pas un hasard si c'est la langue internationale des affaires, tout simplement parce que déjà en anglais il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tutoiement, vouvoiement. Donc là on s'enlève déjà une grosse épine dans le pied en termes de grammaire. La conjugaison est beaucoup plus simple quand on regarde nous tous les temps qu'on a en français et toutes les conjugaisons qu'on doit faire à toutes les personnes en anglais. Allez, je vous en supplie, la seule chose dont il faut se souvenir au présent, c'est mettez un S à la troisième personne du singulier. C'est le truc que moi je reprends souvent les gens. Mais sinon, à part ça, une fois qu'on connaît le prétérit, le futur, le présent et à la limite le present perfect, on peut quasiment parler de tout et former toutes les combinaisons. Ensuite, une grosse difficulté qu'il n'y a pas en anglais, c'est cette histoire de genre féminin et masculin. Ouais. C'est vrai que chez nous, en français en tout cas, tous les objets, toutes les choses ont un genre. Pourquoi est-ce qu'on dit une table, une chaise, mais on dit un fauteuil ? Ça, les anglo-saxons, ça les rend fous. Ils doivent apprendre tout ça et c'est complètement
hyper abstrait pour eux. Et d'autres exemples, nous, il n'y a pas de subjonctif en anglais. On peut faire toutes les combinaisons qu'on veut à peu près avec les verbes. C'est ce qu'on appelle les fameux phrasal verbs. On a le verbe to get qui veut dire avoir, obtenir. Mais si je dis get out, c'est sortir. To take away, take out, etc. Donc, pour moi, oui, je pense que l'anglais est plus facile à apprendre que certaines autres langues. D'accord. Et est-ce que c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un peu plus direct comme langue en comparaison peut-être au français, où les formulations sont plus longues, il y a beaucoup plus de formules de politesse. C'est vrai. On le dit en anglais d'ailleurs, on dit less is more. Ouais, tout à fait. Parfois, on va aller straight to the point. Et pardon, je fais un petit peu de franglais mais j'imagine que tout le monde comprend. Très bien. Mais c'est vrai que oui, l'anglais est une langue beaucoup plus directe et qui va permettre d'exprimer en peu de mots des concepts assez clairement. Ok, mais est-ce que ça la rend plus friendly, on va dire, ou ça n'a rien à voir, le fait que ce soit plus direct En fait, c'est un petit peu traître. Justement, c'est ce que je dis souvent, moi, aux cadres que j'accompagne en entretien. C'est que surtout sur le ton, sur la forme, le discours est souvent plus friendly, plus conversationnel. Ouais, c'est vrai. On a cette image, tu vois, de tout de suite à l'américaine, petite tape dans le dos, hey, welcome, etc. Mais il faut faire attention parce que le fond n'en reste pas plus formel. Et ça, au niveau professionnel, c'est très important à comprendre. Pour nous, francophones, c'est que la façon dont ils font les choses, le style est très friendly, très direct et très comme une conversation. Mais il en reste, en tout cas, moi, c'est ce que je dis quand je prépare mes clients à des entretiens, attention, ça reste un entretien très formel, même si la forme peut être un peu déstabilisante, parce que vous avez l'impression d'échanger avec un ami. Non, ça reste un RH ou un manager ou un collègue ou un partenaire. Donc ça, il faut faire très attention à pas se faire avoir. Ouais, c'est important, c'est très important ce que tu viens de dire. On peut être pris au piège rapidement, c'est vrai. Comme tu l'as souligné, il faut faire attention vraiment qu'il reste quand même un minimum de formalisme et que c'est pas forcément plus friendly ou moins friendly comme langue par rapport au français ou d'autres langues, quoi. Ok. Pour toi, Elisabeth, qu'est-ce qui va rendre possible d'apprendre une langue ? Qu'est-ce qui est indispensable si on veut apprendre une langue ? Là, notamment l'anglais, mais n'importe quelle autre langue. Qu'est-ce qui est indispensable ? C'est surtout de prendre le temps, je dirais, de s'y mettre, prendre le temps d'écouter, de travailler un petit peu tous les jours. La régularité dans la pratique, c'est vrai que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est hyper important. Il vaut mieux faire 5-10 minutes tous les jours que s'y mettre un jour de 2 heures ou faire... j'ai des clients qui font ça parfois, qui me disent j'ai une révélation un jour et je suis partie faire un stage 15 jours, je me suis payé un voyage Cambridge ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que si on pratique pas régulièrement, après, quand on revient, on repère. Donc, ça sert pas à grand chose. Donc, c'est la régularité et la complémentarité, je dirais, des mémoires. C'est-à-dire de écouter, lire, écrire et parler. On appelle ça en apprentissage, en pédagogie, on appelle la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Kinesthésique, c'est en faisant un mouvement. Donc, en fait, je dirais que en anglais, on appelle ça le learning by doing. Et quand on prend un job où on doit parler anglais, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre en faisant. Tu vois, tu prends un nouveau boulot, d'un seul coup, tes clients deviennent internationaux, tu dois avoir des réunions en anglais, tu dois mener des réunions en anglais. T'as pas d'autre choix, et donc c'est comme ça qu'on arrive mieux à apprendre. Et je dirais en contexte aussi, forcément, on a tendance à mieux mémoriser en contexte. On se souvient tous d'une phrase un jour qu'on n'a pas réussi à dire ou un mot qui nous a frappé, parce qu'on est capable de se remémorer le contexte, le moment exact. Et du coup, c'est pour ça que moi, je coach toujours mes clients dans leur contexte qui leur est propre et j'impose jamais de sujets extérieurs ou de vocabulaire qui serait pas en lien avec leur activité, parce que l'idée, c'est d'utiliser un petit peu un learning shock et qui crée leur apprentissage dans leur contexte. Ah, c'est intéressant. Je dirais que c'est ça qu'il faut pour mieux apprendre. Ok. Toi, selon ton expérience que tu as pu observer ou ressentir chez tes coachés, est-ce qu'au-delà de la régularité, de trouver le temps, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent venir ralentir l'apprentissage ? Oui, il y a d'autres facteurs qui peuvent que je vois souvent qui bloquent les personnes que j'accompagne. C'est un aspect assez psychologique. C'est souvent un genre de frustration ou une colère en fait vis-à-vis d'eux-mêmes, un espèce de gros syndrome de l'imposteur où ils se disent que eux ils sont pas faits pour ça, ils y arrivent pas, ils seront toujours moins bons que Jean-Michel ou leurs collègues ou leur boss. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui va freiner leur apprentissage, parce qu'en fait, au lieu de se concentrer sur le doing, ils se concentrent sur le je ne suis pas assez bon. Et donc ça peut souvent, ils se mettent des barrières en fait. Et j'anime de temps en temps des ateliers à Paris plusieurs fois par an, et pour un cabinet d'outplacement, on appelle ça, donc un cabinet RH qui aide des cadres à retrouver un job.
Et ils me disent que, alors, mon atelier est un de ceux qui est le plus apprécié par ceux qui sont présents. Et pourtant, j'ai le taux de présence le moins élevé parce qu'en fait, les gens ont peur. Normalement, des ateliers comme ça, il y a une quinzaine, une vingtaine d'inscrits. Moi, on est souvent autour de 7-8. En revanche, les gens qui sont venus sont hyper contents, mais ils me disent, c'est vrai que il y a la moitié qui est pas venue et je comprends pourquoi, parce qu'ils avaient peur, ils voulaient pas parler anglais devant les autres, ils sont hyper complexés. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils se mettent des barrières à eux-mêmes et c'est eux-mêmes qui ralentissent leur propre apprentissage. Donc, je dirais que le facteur qui ralentit, c'est surtout eux-mêmes, quoi. Ouais. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont peur que leur niveau d'anglais reflète mal leur intelligence ou leurs compétences professionnelles. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, exactement. Et toi, Elisabeth, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que là, ce n'est pas juste le prof ou le coach d'anglais dans ces situations-là. Comment tu te positionnes? Eh ben, au final, je travaille beaucoup sur la confiance en soi. C'est-à-dire que je remarque que souvent, les gens se mettent des barrières eux-mêmes. Ils ont un blocage parce qu'ils complexent par rapport à un collègue, par rapport à leur boss, par rapport à d'autres personnes avec qui ils travaillent au quotidien. Et donc, l'aspect psychologique est hyper important et hyper intéressant, je trouve, à travailler en parallèle. Et souvent, c'est ça qui va aider à débloquer l'apprentissage. Parce que très souvent, les gens que j'accompagne n'ont pas un niveau horrible en anglais. Et simplement, là où il faut les accompagner, c'est aussi de reprendre confiance en soi, d'arrêter de se comparer à autrui, de se concentrer sur ce qu'on sait faire, de se concentrer sur son message et revoir un petit peu les objectifs, c'est-à-dire passer un message de façon efficace et un message qui soit clair, plutôt que essayer d'impressionner Marie-Christine ou parler avec parler anglais comme Beyoncé dans une réunion, ça n'aurait pas de sens si derrière je peux pas passer mon message clairement. Donc voilà comment je me positionne, c'est-à-dire que je suis coach sur la partie anglais, mais aussi sur la partie un peu prise de parole et confiance en soi quand je m'adresse à un auditoire anglo-saxon. Ouais, parce que c'est vrai que déjà la prise de parole, parfois en public ou devant ses collègues, ça peut être difficile pour certaines personnes. Alors, lorsqu'on pense qu'on n'a pas le niveau, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Et comment tu fais lors de tes accompagnements pour justement créer cet espace, on va dire, safe ou sécurisé, pour qu'ils reprennent confiance en eux? Tu fais quoi? Tu leur fais des mises en situation? Vous parlez un peu des aspects qui bloquent? Comment ça se passe? Ouais, alors d'abord, je ne fais que du one-to-one. Et ça, c'est très important pour moi. Pour créer cet espace bienveillant, pour que vraiment la personne puisse se libérer de ses complexes. J'ai pas mal de RH qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez les prendre par 2 ou par 3, ou même de personnes qui m'ont dit, mais toi, si tu veux gagner en efficacité, tu devrais faire du groupe. Et non, moi, je veux faire du one-to-one parce que je veux développer c'est pas du tout la même relation avec mes coachés. Et sinon, il n'y a pas cet espace de bienveillance. Et je sais que les gens ne parlent pas de la même façon et ne se lâchent pas autant si on est 2 ou 3 dans la pièce que si on est que eux et moi. Donc, c'est d'abord de créer cet espace-là de confiance. Ensuite, moi, j'essaie de leur faire beaucoup parler de leurs doutes et de leurs difficultés. Donc vraiment à la méthode coach, je vais beaucoup les questionner. Mais parce que c'est intéressant aussi, on fait tout ça en anglais, pratiquer pour continuer d'enrichir leur lexique. Et en fait, il se passe un truc au niveau du cerveau quand on parle de ses émotions dans une langue étrangère. Ça vient animer d'autres zones du cerveau. Donc moi, j'essaye vraiment, en fait, souvent, parfois, je rigole et mes clients rigolent aussi parce qu'ils me disent, mais en fait, t'es une psy, mais en anglais. Mais je le fais parce que ça amène une difficulté supplémentaire quand on doit parler de sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on fait naître des émotions, et cela dans une langue étrangère. Donc voilà, donc je vais les questionner, je vais les faire parler, et puis je vais essayer moi de les faire réfléchir et de les conseiller pour dépasser leur peur et leur frustration. Et comme tu le disais, oui, sur une partie plus pratico-pratique, on répète, on s'entraîne, on répète le pitch ensemble, on répète la présentation ensemble, on retravaille la structure si besoin, on réfléchit aux transitions avec des petites phrases clés. Et donc rien que d'avoir fait ça ensemble, le client se sent beaucoup plus en confiance pour aborder le jour J. Et enfin, je dirais, on fait quelque chose aussi de très important qu'on ne fait pas assez, je pense, dans les cours d'anglais aujourd'hui et dans l'apprentissage des langues en général. On dédramatise l'erreur. Moi, j'utilise beaucoup l'humour parce que faire des erreurs, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Au contraire, on peut en jouer. Moi, je leur donne souvent des petites expressions qu'ils peuvent utiliser pour se sortir d'une situation avec humour. Ou alors, je leur dis, mais là, c'est pas grave si tu dis ça, joue-en et appuie sur le fait que, sorry, I'm French, so of course I make mistakes. Vraiment, ce second degré, cette chance, c'est ce qui va créer une proximité avec son auditoire aussi, avec son public, et ça peut aussi faire toute la différence.
Ouais. Justement, est-ce qu'on n'est pas trop exigeant vis-à-vis de nous-mêmes lorsqu'on veut apprendre l'anglais en disant c'est une langue internationale, il y a peut-être les enjeux sont importants. Est-ce qu'il faudrait pas quelque part redescendre un peu en termes d'exigence pour avoir le courage aussi de se lancer, de parler, de pratiquer, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. Enfin, si on ne pratique pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut se mettre en action, se mettre en mouvement. Il faut oser. Exactement. Et une fois qu'on ose et qu'on parle, c'est là qu'on va travailler vraiment cette compétence-là. Alors oui, je pense que oui. Et je pense que c'est une des différences culturelles entre la culture anglo-saxonne et la culture latine, Ouais. que j'expliquais à un moment quand je faisais des formations sur la prise de parole en public, enfin, le pitch et le public speaking en anglais. En anglais, quand tu pitches, quand tu fais une présentation, si tu utilises des mots trop savants, si les gens ne comprennent pas ce que tu dis, ils vont se dire t'es nul. Ils vont se dire mais le gars est nul, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. En français et dans les cultures latines en général, c'est plutôt l'inverse. Si je comprends tout ce que la personne a dit, je vais me dire ouais, c'était pas si génial que ça parce que j'ai tout compris. Alors que si c'est des mots un petit peu alambiqués, des structures complexes, j'ai pas saisi toute la pensée, je vais me dire waouh, le gars est vraiment un peu cette culture du savant de j'ai pas tout compris donc il doit être super. Et tu vois, c'est vraiment deux angles différents. Et nous, on est un petit peu comme ça. On est un petit peu dans le savant, la personne qui sait, qui a le savoir. C'est quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Et on est loin de cette perfection-là. Et si on ne sait pas parler parfaitement anglais, il vaut mieux se taire. Peut-être dans l'apprentissage aussi, la façon dont on apprend les langues à l'école, c'était un petit peu comme ça. Donc oui, je pense qu'on est exagérément dur avec nous-mêmes et que, comme on dit en anglais, better done than perfect. Mieux que ce soit fait que parfait. C'est ok, c'est pas en fait si notre anglais est pas parfait, ça ne remet pas en cause nos compétences professionnelles, ça ne fait pas de nous un moins bon dirigeant, un moins bon manager parce que j'ai fait quelques erreurs en m'exprimant en anglais. Mais ça, pour les gens, c'est difficile à admettre. Et pour eux, c'est une vraie faille. S'ils sont pas aussi parfaits en anglais qu'en anglais, en anglais qu'en français, ça peut être difficile à gérer. Donc oui, je crois que tu as raison. Je crois qu'on est un petit peu trop exigeant par rapport à ça et qu'on a peur de se lancer. Et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Donc là, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est il faut pas chercher à parler l'anglais comme des Anglais. C'est faire des erreurs, c'est pas grave. Enfin, on ne prône pas l'imperfection, mais il faut quand même à un moment donné, lorsqu'on est dans l'apprentissage, de se rendre compte que voilà, on est en train d'apprendre. Pas forcément dire je suis nul, mais plutôt dire que j'ai du mal à m'exprimer ou je débute, tout ce genre de choses, et arrêter avec les injonctions envers nous-mêmes. Moi, tu vois, je vois l'anglais comme un outil de communication, vraiment au-delà de l'aspect langue, etc. 80% des personnes qui parlent anglais ne sont pas forcément des Anglais ou des Américains. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que l'anglais ne soit pas parfait dans la manière dont il est employé, mais que les gens arrivent quand même à se comprendre, à faire des affaires et avancer, à s'améliorer. C'est le principe, c'est le plus important quand on travaille dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pas obligé de travailler dans une entreprise américaine ou anglaise. Moi, je n'accompagne pas que des gens qui travaillent chez Coca-Cola. J'ai des gens aussi qui sont dans des boîtes allemandes, dans des boîtes. J'ai des gens en Espagne, j'ai des gens en Colombie. Mais voilà, la langue du travail tous les jours, c'est l'anglais. Parce que les collègues sont justement un petit peu partout en Europe. Et donc, le dénominateur commun, c'est l'anglais. Et le dénominateur commun, c'est un anglais en tant que second language. Donc, et parfois, c'est le challenge aussi il est là, c'est de comprendre ses collègues quand eux vont essayer vont parler un anglais un peu bancal et un anglais traduit sur un copier-coller de leur langue à eux. Ça peut être aussi un petit peu compliqué, mais c'est ce qui fait aussi tout le côté pétillant de travailler en anglais quand c'est la langue maternelle de personne. En fait, moi, j'en ai fait beaucoup des réunions comme ça chez L'Oréal où personne ne parle, l'anglais n'est la langue maternelle de personne, mais tout le monde parle anglais dans la réunion et c'est drôle, ça mène à des situations un peu comiques des fois. Ok, merci pour ces précisions. Est-ce que pour toi, ma dernière question, est-ce que l'accent, la prononciation peut être un frein? C'est encore un autre sujet, mais est-ce que finalement c'est important à ce point? Oui, c'est important, mais je crois que c'est pas important, pas au point de vouloir parler, comme on le disait exactement, en anglais comme un Américain ou comme un Anglais. Je pense que l'essentiel, c'est de bien se faire comprendre, mais donc c'est surtout, oui, la prononciation, de bien se faire comprendre et de bien prononcer les mots. Mais après, s'il reste un accent français derrière, c'est pas grave. D'ailleurs, je peux même te donner un exemple. Donc moi, j'ai travaillé plusieurs années pour l'entreprise L'Oréal et je travaillais au niveau du siège, donc là où est son PDG Jean-Paul Agon. Et Jean-Paul Agon, il a un anglais parfait, irréprochable. Il parle très très bien anglais, mais il a un gros accent français.
et c'est voulu. Je crois que c'est voulu parce que L'Oréal est une entreprise française, a été fondée par un Français. Aujourd'hui, il y a une partie de son board, de son conseil d'administration qui est américain. Et pour bien marquer l'identité de la boîte, il garde un gros accent français, mais c'est OK, tout le monde le comprend. Intéressant. Personne ne remet en question sa compétence en anglais. Donc voilà, donc je pense que c'est important d'avoir une bonne prononciation, mais on peut avoir une super bonne prononciation et garder son accent qui est son identité. Très intéressant ce que tu viens de mentionner, Elisabeth, merci. Je pense que ça va réconforter beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et tant mieux. Non, mais on n'est pas obligé de changer d'identité, c'est ça que je veux dire. On ne devient pas une autre personne quand on parle anglais. Tout à fait. On reste soi-même. Mais voilà, après, il faut faire attention de bien connaître les subtilités dans la prononciation. Certains sons, certaines lettres qui ne se prononcent pas, pour être certain de ne pas entraver son propre message, parce que là, sinon, ce serait vraiment dommage. Ok, bon, on va passer à l'exercice de fin parce que je t'ai préparé un petit exercice. Tu vas voir, le principe est très simple. Il va y avoir du français et de l'anglais, tu te doutes bien. Et par contre, on va le faire à l'envers pour que ce soit plus fun. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner quelques exemples d'expressions françaises, des expressions idiomatiques, mais que j'ai traduit mot pour mot en anglais. Et que tu vas devoir deviner, car elles ont peut-être perdu de leur sens ou elles deviennent peut-être incompréhensibles. Donc, voilà. C'est le cœur de mon métier, hein, c'est de deviner. Alors je traduis parfois mot pour mot et que je me dis mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire. Alors par contre, je préviens tous ceux qui nous écoutent qu'ils ne retiennent pas ce que je suis en train de dire, hein, parce que c'est complètement faux. Mais voilà, le jeu va être de voir est-ce que tu vas deviner ce que ça la signification en français. Est-ce que tu es prête? Donc je dois deviner, c'est ça, je ne traduis pas. Je traduirai plus tard pour ceux qui veulent. Ah oui. Si vous voulez. Oui. On fera comme ça. Oui. C'est de retrouver en fait l'expression et pour la correction, tu pourras bien évidemment nous donner les corrections plus tard. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, si je te dis to call a cat a cat. To call a cat. Appeler un chat un chat. Exactement. Tu nous donneras bien sûr la bonne version plus tard. Ok. Si je te dis to give one's tongue to the cat. Give one's tongue to the cat. Donner ma langue au chat. Ah oui. Exact. Une belle expression idiomatique. Et to be in the clouds. To be in the clouds, ouais, être dans les nuages. Super. Alors, elle n'est pas si lointaine que ça en anglais. Ouais. C'est une subtilité, mais elle reste. On est sur la même métaphore. Bon, alors tu vois, on se comprend hein, finalement. On se comprend, bah oui. Si je te dis to put down a rabbit. Put down a rabbit. Oh, put down a rabbit. Poser un lapin. Okay. Poser un lapin, exactement. C'est intéressant. Comment on traduit poser un lapin? Si je te dis to be on one's 31. Être sur son 31. Se mettre sur son 31. Mais t'es trop forte. Allez, les deux dernières. C'est mon métier. Ah bah oui, je me doute bien. Allez, les deux dernières. Ou les trois dernières. To make the head. Make the head. Faire la tête. Faire la tête, oui. Bouder. Faire du boudin. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ouais. Et si je te dis when hands have teeth. When hands have teeth. Quand les poules auront des dents. Exact. Et pour terminer, it's the end of the beans. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Elisabeth, tu es au top. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Je le redis aux gens qui nous écoutent, ce ne sont pas les vraies expressions. Non, puis tu vas nous les donner de toute façon parce que c'est vrai que c'est des expressions qui peuvent être utiles aussi. Et on a un peu cette tendance de traduire mot pour mot et parfois la personne en face, c'est vrai qu'elle aura peut-être un petit peu du mal à nous comprendre. À nous comprendre. Tout à fait. Pour conclure notre échange, Elisabeth, s'il y avait une chose comme ça à retenir de tout ça ou un conseil que tu pourrais donner, qu'est-ce que ça pourrait être? Mais je dirais que une chose à retenir, c'est que l'ennemi de la peur, c'est l'action. Donc si vous avez peur, pour surmonter cette peur, il faut être dans l'action. Ouais. Parce que le cerveau est binaire en fait, hein. Il est en mode 0 ou 1.
Et il peut pas à la fois se mettre dans l'action et rester dans la peur. Donc, si c'est quelque chose qui vous complexe aujourd'hui, qui vous met des barrières, vraiment prenez-les devant, parce que c'est trop dommage de vous fermer des portes à cause de l'anglais. Comme on l'a dit au tout début, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre ou pour s'y remettre. Donc, en fait, prenez action aujourd'hui pour vous assurer que demain, tous les horizons professionnels et personnels sont ouverts. Malheureusement, j'ai des gens qui viennent à moi qui s'y prennent trop tard et je fais pas de miracle. Quand on m'adresse une demande et qu'on me dit « je veux devenir bilingue en 15 jours », je leur dis « ça n'est pas possible, je n'ai pas de baguette magique ». Mais plus tôt vous vous y prenez et plus vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. Donc, mon petit mot de la fin, ce serait ça. Puis ne pas être que passif, écouter des conversations, des podcasts, il faut vraiment prendre la parole et oser. C'est ça un peu le fond de ton message, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est parce que c'est complètement différent je le disais tout à l'heure, la complémentarité, lire, écouter, comprendre, mais aussi soi-même à un moment prendre... ça peut être commencé par écrire, ne serait-ce que écrire des mails ou faire un peu du journaling, écrire quelques lignes pour prendre l'habitude de formuler des phrases. Mais après, à l'oral, c'est ce qu'il y a de mieux. De toute façon, une langue, ça se parle. C'est pas fait pour simplement être Exactement. Bah voilà, c'était le mot de la fin. Sur ce, je souhaite te remercier à nouveau, Elisabeth, pour cet échange. Thank you so much. Et à tous nos auditeurs, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode hors série de Mots de Psy. Merci, Elisabeth. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.